J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, chers parents, chers amis, chers frères. Connectez-vous en CDC. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Voilà. On va vite faire. On va se laisser. Mettez-vous en ligne en CDC. Mettez-vous en ligne en CDC. J'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles, donnez-moi mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Chers parents, chers frères, chers amis. L'incontournable. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici. Donnez-moi mes étoiles. Et abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct pour que ça puisse arriver dans les oreilles des concernés. Pour que ça puisse sensibiliser un grand nombre de personnes. C'est très important. Parce que nos directs, ce sont des directs de sensibilisation. Des directs pour expliquer ce qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas dans le fanatisme. Je sais que beaucoup me supportaient lorsque je parlais uniquement de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que voilà, la géostratégie, la géopolitique. Mais depuis que j'ai commencé à toucher certains sujets en Afrique, et particulièrement à certains leaders, beaucoup ont commencé à me détester. Ne me détestez pas. Car nous sommes là, nous dit la vérité. Ce n'est pas une question de critiquer parce qu'il faut critiquer, non. Moi, lorsque j'ai décidé ma nouvelle vision, c'est que si je critique quelque chose ou je critique quelqu'un, avant de me juger, avant de m'haïr, avant de m'insulter, prenez le temps d'analyser vous-même ce que je vous dis. C'est très important parce que si nous sommes dans les émotions, on ne pourra pas évoluer. L'Afrique ne pourra pas avancer dans une histoire d'émotions en fait. Donc, je vais vous communiquer les différents numéros. Donc, au 0032 46 57 01 319. Je répète, 0032 46 57 01 319. Le deuxième numéro est le suivant. J'espère que vous êtes là. Donc, le deuxième numéro est le suivant. 00. Excusez-moi. C'est pas ce numéro que je voulais donner. Parce que j'ai mon numéro personnel, là, je ne donne pas ça. Voilà. Donc, 0033 7 53 02 44 64. Je répète, 0033 7 53 02 44 64 à la fin. Alors, après avoir fini de donner ces numéros, je vous prie, pour toutes les personnes qui ont un problème d'hémorroïdes, problème d'hernie interne, problème de la thyroïde, problème de faiblesse sexuelle, problème de fertilité. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez tous ces problèmes dans vos vies quotidiennes, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec moi. Je ne parle plus trop. Parce que si tu veux trop parler, c'est comme si tes médicaments ne valaient rien. Or, les médicaments, ce sont des médicaments les plus efficaces parmi les efficaces. C'est très important. Et ceux qui ont déjà utilisé, ils savent. Ils connaissent déjà les résultats. Sur ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà. On dit, si tu hésites, il faut tester pour voir. Pour moi, là, on appelle ça adocafré. Il faut porter pour voir. C'est très important. Donc, il faut essayer pour voir avant de juger. Ça n'a rien à voir avec les médicaments que vous avez déjà utilisés. Oh, on a utilisé, ça n'a rien fait. Non, pour moi, là, ça y est à part. Ce sont des médicaments hors pair. Des médicaments, vraiment, pour les avoir, il faut se réveiller très tôt. Parce que c'est très difficile d'avoir de tels médicaments qui sont aigus, pointus, précis et efficaces.
Oui, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Les femmes qui ont mal au bas-ventre, à chaque fois que les règles viennent, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne le médicament et ça soigne ça. Tu as hémorroïdes, n'hésite pas, ma soeur. Tu as un problème de trucs de kyste, n'hésite pas. Rentre en contact avec moi. Donc, voilà. Je pense que j'en ai fini. Pour ceux qui cherchent un numéro, j'ai donné les 2 numéros au début de la vidéo. Oui, donc si la vidéo finit, vous pouvez réécouter la vidéo pour enregistrer ces 2 numéros que j'ai donnés. Donc les 2 contacts. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gay complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camaridezo ou la Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'Afrique ainsi que du monde. C'est très important. Même si l'Afrique fait partie du monde, mais nous allons parler de l'Afrique. Ainsi que ce qui se passe en Ukraine. Le titre de ma vidéo est clair. Alassane Ouattara, le président ivoirien, joue à un jeu dangereux au Mali. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Alassane, qui aiment bien Alassane. Il n'y a pas de souci, c'est un président ivoirien. Il est le président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Il développe le pays, il n'y a pas de souci. Même si c'est à travers des crédits et que nous inquiétons. Et nous sommes soucieux de cet endettement du pays. Mais malgré ça, il construit. Mais on verra ça dans les années à venir. Mais son jeu qu'il joue, le jeu auquel il joue au Mali est un jeu dangereux. Moi, tout ce que je conseille, le conseil, ou bien les conseils que j'aimerais donner au pouvoir en place, laissez votre politique. La politique dans laquelle vous êtes là, sur le cas malien, laissez tomber. Laissez tomber. J'aimerais prendre le cas européen. Nous, Africains, on ne peut pas tricher au moins. Si on ne sait pas faire dans la vie, on doit savoir tricher. Vous ne voyez pas en Europe, lorsqu'un pays européen a un problème, eux tous, ils se mettent ensemble pour venir en aide dans ce pays. Ils ne passent pas leur temps à vouloir poignarder ce pays avec des couteaux cachés. Mais en Afrique, c'est ça le cas. Quand un voisin a un problème, on passe notre temps à vouloir l'enfoncer au lieu de l'aider à se relever. On est dans quoi? Ukraine, même qu'il y a Ukraine là, les Européens ils reconnaissent l'Ukraine en tant que le pays le plus corrompu du monde. Ils savent, non? Les Européens, ils savent. Même Vladimir Zelensky, ils ont révélé ces biens mal acquis qui sont cachés à Pepes paradis, dans les paradis fiscaux. C'est quelqu'un qui a détourné beaucoup de biens. Il a payé une villa en Israël, une villa de 5 millions de dollars en Israël. Toute sa famille en Israël. Il a mis sa famille à l'abri. Est-ce que c'est son histoire de théâtre qui lui a donné l'argent? Non. C'est cette histoire d'argent qu'on lui donne les dons pour aider l'Ukraine. Il a pris le jeton, il a payé maison en Israël, il a dit à sa famille d'aller là-bas. Et lui, il est là. Le reste d'argent, il prend, il envoie sa truc au paradis fiscal. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Donc, les gens, ils savent que l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus. C'est des grands voleurs. La criminalité a dépassé. Mais si c'est en Afrique, les autres présidents africains arrêtent chier sur ce pays africain. Mais les Européens, malgré ça, ils soutiennent l'Ukraine. Ils savent que l'argent qu'ils donnent, ça ne va pas aider le peuple directement. Non, non, non. Ça va dans les poches des uns et des autres. Même les armes qu'ils leur donnent, ces armes-là quittent l'Ukraine, ça se retrouve hors des frontières ukrainiennes. C'est vendu sur des marchés noirs. Vous partez sur Internet, ils vendent même ces armes-là en ligne. Comme si des gens ils vendaient leurs articles en ligne.
Ils voient ça. Mais cela ne les empêche pas à vouloir aider l'Ukraine. Pourquoi en Afrique, on ne fait pas ça? Pourquoi en Afrique, on est là tout le temps à se coaliser pour pouvoir détruire d'autres pays africains? Quelle est cette mentalité lugubre qui nous anime en Afrique? Pourquoi utiliser toujours l'homme noir pour détruire l'homme noir? Pourquoi vouloir toujours retarder les pays africains? Pourquoi vouloir toujours tuer son semblable? Pourquoi vouloir toujours détruire son prochain? L'Africain, est-ce qu'il est maudit né ou est-ce qu'il est né maudit? Question. On n'arrive plus à savoir où se trouve la vérité. Dans quoi Alassane Ouattara est avec son gouvernement? Alassane est devenu maintenant gendarme de trucs de l'Afrique. C'est lui maintenant qui rétablit la démocratie en Afrique. Est-ce que c'est Alassane Ouattara, Dieu lui a confié la mission de rétablir la démocratie dans les pays africains? Je n'arrive pas à comprendre. Il est devenu maintenant les États-Unis d'Amérique, d'Afrique. Maintenant, c'est lui qui rétablit la démocratie dans les différents pays. Mais quand on rétablit la démocratie là-haut, ce n'est pas sur un seul pays seulement. Il faut s'arrêter. Il faut rétablir la démocratie partout. Il ne faut pas être hypocrite. Parce qu'il n'a pas pu rétablir la démocratie en Guinée. Et c'est un coup d'État, non? Doumbia, Mamadi Doumbia, qui est en Guinée, là. Alpha Condé, là, il était là, non? C'est pas un coup d'État qui a été fait en Guinée. Mais pourquoi Ouattara ne s'acharne pas sur la Guinée? Ou bien la Guinée ne fait pas frontière à Côte d'Ivoire? Si, la Guinée fait frontière à Côte d'Ivoire. Mamadi Doumbia, il a dit quoi? Il dit, lui, il va organiser les élections dans un délai de 3 ans. Est-ce que Alassane Ouattara a dit, bon, comme c'est dans un délai de 3 ans, ils n'ont qu'à le sanctionner? Non. Il n'a même pas œuvré pour que la CEDEAO sanctionne la Guinée. Au Burkina Faso, là, Burkina, là, ce n'est pas un pays qui est frontalier à la Côte d'Ivoire. Damiba, là, c'est pas coup d'État il a fait. Et le coup d'État qu'il a fait, là, c'est contre l'ami même de Ouattara. Christian Kaboré, il était ami à Draman, non? Est-ce que Ouattara a demandé à la CEDEAO de sanctionner les Damiba? Est-ce qu'il a demandé à ce que le Burkina Faso soit déstabilisé? Non. Mais pourquoi cette histoire du Mali? S'acharner sur le Mali, s'acharner sur le Mali. Quelle est la différence entre le Mali, le Burkina et la Guinée? Et je prends le cas d'Idriss Déby Itno. Mamadi Déby. Lui qui est au pouvoir là-bas, qui a assassiné son père pour prendre le pouvoir. Il paraît qu'il est le fils adoptif d'Idriss Déby. Et donc, c'est lui-même, il est dans le complot. Hein, il a mis son père adoptif hors d'état de nuit. Et il s'est encaparé du pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, les Tchadiens ne savent pas quand est-ce qu'ils vont aller aux élections. Ça, Draman Ouattara qui veut rétablir la démocratie partout, pourquoi il ne s'occupe pas du cas du Tchad? Pourquoi la France qui s'agite ne parle pas du cas du Tchad, ne parle pas du cas du Burkina, ne parle pas du cas de la Guinée? Mais il se fixe sur le Mali. Le Mali. Est-ce que c'est au Mali seulement il y a terrorisme? Est-ce qu'au Burkina, là, les terroristes ne frappent pas là-bas? Mais les Burkinabés sont confrontés aux terroristes. Donc, s'ils veulent lutter contre le terrorisme, et qu'ils disent non, au Mali, il y en a, mais il y en a au Burkina. Pourquoi ils ne disent pas que non, la junte au pouvoir au Burkina n'est pas la bienvenue? Mais cela ne les gêne pas à coopérer avec la junte au pouvoir au Burkina. Mais ça les gêne. La junte au pouvoir au Mali les gêne. Pourquoi ce double langage? Pourquoi cette hypocrisie notoire? Pourquoi Alassane Ouattara est déterminé à vouloir déstabiliser le Mali? Ouattara, tu joues à un jeu très dangereux. Tu joues à un jeu très très dangereux. Tout simplement, le problème, il est simple. Hein? Parce que le Mali a voulu revoir les anciens accords avec Paris. Parce que le Mali a décidé
de changer de partenaire dans le domaine de la défense. Parce que le Mali a décidé de s'orienter envers d'autres partenaires pour être dans la globalité, pour être dans le nouvel ordre mondial. Mais c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire nouvel ordre mondial et traiter avec un seul partenaire. Il faut traiter avec plusieurs partenaires. Donc le Mali a voulu s'affirmer pour traiter avec tout le monde. Alors Paris ne veut pas. Et donc Paris mandate Alassane Ouattara pour exécuter l'ordre. Et cet ordre, c'est de mettre hors d'état de nuit le gouvernement malien. C'est-à-dire tout faire pour assassiner le président malien. Parce que Paris veut laver son image. Puisque l'image des trucs de la France est gâtée. Les Africains se révoltent. Parlent des trucs de la France-Afrique qui est mal vu. Parlent des trucs du mépris de la France sur les Africains. Et donc Paris ne veut pas se mouiller. Ne veut pas encore se faire tremper dans une affaire qui va encore noircir son nom. Donc il faut utiliser d'autres Africains pour exécuter les sales besoins de Paris. Et donc c'est Ouattara qui est le chouchou. C'est lui qu'ils ont trouvé pour exécuter cela. Et il est là, il est à fond. Il pense que ce qu'il fait, c'est merveilleux. Mais c'est mauvais, Alassane Ouattara. Si on veut prendre le cas de la Côte d'Ivoire, toi-même là, tu n'es pas venu normalement au pouvoir. Avant de venir au pouvoir aussi, là, on a attendu les sons des armes au pays là-bas. Que c'est toi qui... Gbagbo a gagné ou c'est toi qui as gagné, on n'en a rien à foutre. Mais ce qu'on sait, ce que les Ivoiriens savent, c'est que avant que tu ne prennes le pouvoir là, il y a eu 3000 morts. Est-ce que ceux qui me suivent, ils comprennent? Que ce soit Ouattara qui a remporté la victoire, ou que ce soit Gbagbo, ce que nous, Ivoiriens, on sait, ce que le monde entier sait, ce que les anges savent, c'est qu'avant que Ouattara ne s'asseye dans le fauteuil présidentiel, il y a eu 3000 morts. Ça veut dire qu'il n'est pas venu au pouvoir dans la calmie. Il n'est pas venu au pouvoir dans la quiétude. Il n'est pas venu au pouvoir dans la paix. Il est venu au pouvoir dans le désordre. Il est venu au pouvoir dans une guerre qui a fait sombrer la Côte d'Ivoire. Donc lui-même, il n'est pas mieux placé pour parler de démocratie. Il n'est pas mieux placé pour savoir qui est venu par coup d'État, qui n'est pas venu par coup d'État. Parce que dans cette histoire d'élection de 2010, 2011, jusqu'à présent, on ne sait pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc, est-ce que Ouattara avait fait un coup d'État contre son adversaire Gbagbo, ou bien c'est Gbagbo qui voulait faire coup d'État contre Ouattara? On ne sait jamais, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Ouattara n'est pas le mieux placé pour donner des leçons aux autres présidents. Il faudrait que ça soit clair. Et ceux qui suivent Ouattara, ce que je dis là, c'est un fait. À moins qu'ils aient des preuves pour me contredire, pour dire, Guégué, nous avons des preuves que Ouattara a gagné. Jusqu'à présent, là, la vérité n'est pas encore rétablie. Le camp Gbagbo a tué, le camp Ouattara a tué. Et donc, si on veut aller sur cette base, ça veut dire Ouattara et son clan sont des assassins, Gbagbo et son clan sont des assassins. Et donc, Ouattara n'est pas blanc comme la neige, Gbagbo n'est pas aussi blanc comme la neige. Tous les deux ont tué. Alors, d'où vient cette histoire de moralité de la part de Ouattara à vouloir faire la morale aux autres? Et même en 2020, les élections qui se sont déroulées, mais il a fait un coup d'État constitutionnel pour se représenter en violant les tests. Il a menti aux Ivoiriens que non, il n'allait pas être candidat et que les Ivoiriens n'ont qu'à voter, mais c'était pour la nouvelle génération. À la surprise de tout le monde, Ouattara s'est présenté. Ce qu'il avait dit, il a dédié. Même son ami qui est maire à Koumassi, qui avait dit non, qui est lui aussi juriste, il avait dit non, Ouattara n'avait pas le droit de se présenter, ceci, cela. Mais suite à ça, on a vu un Alassane Ouattara qui s'est représenté. Il dit non, premier mandat de la Troisième République. En jouant avec des mots, c'est aussi un coup d'État.
c'est aussi un coup d'État. Mais pourquoi je dis Alassane Ouattara, il joue un jeu dangereux? Ce qu'il fait là, le Mali aussi peut le faire. Est-ce que vous comprenez? Je dis au régime d'Alassane Ouattara d'arrêter ça. Les Maliens vont gérer leurs problèmes. Ils ont problème avec les terroristes, ils ont leurs problèmes avec la France. Que la Côte d'Ivoire reste à l'écart. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays en Afrique là-bas. Il y a plusieurs pays. Pourquoi les Français n'utilisent pas les autres pays pour mettre les Maliens les bâtons dans les roues? Et c'est la Côte d'Ivoire seulement. Pourquoi vous gâchez l'image? Pourquoi vous noircissez même l'image de la Côte d'Ivoire? Toujours, c'est la Côte d'Ivoire. Autant de fois, c'est la Côte d'Ivoire que la France utilisait pour déstabiliser les pays frontaliers. C'est encore la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Mais à un moment donné, la Côte d'Ivoire doit s'affirmer. À un moment donné, la Côte d'Ivoire doit taper du poing sur la table pour dire merde. Nous ne sommes plus au temps colonial. Les temps sont révolus. Nous ne voulons plus que vous nous utilisez pour de tels trucs actes barbares. Nous voulons faire la politique autrement. Affirmez-vous de la manière les autres pays s'affirment. Maintenant, toujours, depuis avant 1960, jusqu'à 1960, jusqu'à aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'a pas changé. La Côte d'Ivoire est incapable de dire non à Paris. Tout ce que Paris dit, la Côte d'Ivoire se soumet. À un moment donné, arrêtons ça. Nous ne sommes plus des gamins. Le monde évolue. Il faudrait que les dirigeants qui viennent en Côte d'Ivoire évoluent aussi. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème là, pourquoi Ouattara joue un jeu dangereux? Ce que Ouattara fait en vouloir déstabiliser le Mali, imaginons que le Mali décide de faire aussi pareil en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on dit côté Mogonyiri, Mogolobe Konyiri. Ah! Le Mali est là. Le Mali ne t'a rien fait. Au contraire, Assimi Goïta, il est venu au pouvoir là. Il a voulu nouer une bonne amitié avec la Côte d'Ivoire. Il t'a offert même des moutons pour fêter. Il s'est déplacé même pour aller en Côte d'Ivoire pour te voir. C'est un grand respect. Pourquoi tu n'as pas saisi cette opportunité? Est-ce que les Doumbia là, ils se sont déplacés pour venir en Côte d'Ivoire quand ils ont fait leur coup d'État? Est-ce que les Damiba au Burkina, quand ils ont fait leur coup d'État, ils se sont déplacés pour venir en Côte d'Ivoire, ils t'ont offert des moutons? Ils t'ont offert un cadeau? Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que Assimi Goïta qui a fait cela. Il s'est déplacé même pour venir te voir à Biga. Il a envoyé des gens pour te rencontrer. Mais tout ça là, Ouattara a jeté ça dans la poubelle. Il préfère ceux qui ne lui donnent rien, il préfère ceux qui n'en ont rien à foutre de lui et exécuter l'ordre de Paris. Si la Côte d'Ivoire avait saisi cette opportunité pour nouer des relations bilatérales avec le Mali, ce n'était pas bien. Mettre un tricolage de guerre de côté et parler d'affaires, ce n'était pas bien. Non, Abidjan a préféré rejeter tout ça dans la poubelle pour dire, bon, moi je veux qu'Assimi Goïta quitte le pouvoir parce que c'est un panafricain, je n'aime pas son crâne. Il est panafricain là, est-ce qu'il a dit qu'il est panafricain sur Ouattara? Il est panafricain envers les Occidentaux, il lutte contre eux. Il ne lutte pas contre la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire doit chercher ses intérêts. La Côte d'Ivoire doit faire ses business avec les pays qui sont à côté. La Côte d'Ivoire ne doit pas rester là dans une position de belligérance. Nous, notre position là, ça doit être une position d'un pays qui fait des affaires avec tout le monde, ses voisins, et être en bonne entente. Mais non, on est là, on préfère se mettre tout le monde à dos. Le monde qui est compliqué là, au moment où les pays Rémi Ciel étaient pour chercher des partenaires, c'est là Ouattara, lui, Rémi Ciel était pour chercher des trucs, des ennemis. On est où là? Vous ne voyez pas que le monde change. Chaque président envoie son ministre des Affaires étrangères. Chaque président se déplace pour essayer de signer des accords de partenariat qui vont provoquer une entente fiable entre les États. Ouattara, lui, au lieu d'entamer une telle démarche, lui, il est dans une démarche guerrière à vouloir déstabiliser des pays.
Est-ce que si la France ne s'attend pas avec le Mali, si la France est en conflit avec le Mali, c'est ton problème, Ouattara? Est-ce que c'est le problème de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tous les pays qui sont amis à la France, est-ce que tous ces pays-là sont amis à la Côte d'Ivoire? Jamais. La France n'en a rien à foutre. Elle défend ses intérêts. Donc la Côte d'Ivoire aussi, à son tour, doit défendre ses intérêts. C'est comme ça, le monde d'aujourd'hui, là. Vous pensez que les intérêts français, la France va partager ça avec la Côte d'Ivoire? Non, Ouattara doit ouvrir ses yeux. Quand la France se déplace pour signer ses accords avec les autres partenaires, elle ne partage pas ses revenus avec la Côte d'Ivoire. Elle prend ses revenus pour sa population. Donc si la France n'est pas en bon terme avec un pays tiers en Afrique, c'est pas là elle va aussi vouloir plonger la Côte d'Ivoire là-dedans. Pour dire, bon, comme je ne m'attends pas à un tel pays en Afrique, toi aussi, Côte d'Ivoire, il ne faut pas t'attendre à ce pays. Non. L'ennemi de la France n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit prendre conscience. Il dirige la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a jamais formé des terroristes là-bas pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue l'ennemi numéro 1 du Mali? Est-ce qu'Assimi Goïta a dit, bon, utilisez mon territoire pour aller attaquer la Côte d'Ivoire? Assimi Goïta ne l'a jamais fait. Cela ne lui a jamais traversé la tête. Mais pourquoi Ouattara s'entête? Mais en voulant trop pousser le bouchon trop loin, ça risque de se retourner contre lui. C'est une mise en garde contre Ouattara. Ouattara doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, il a beaucoup d'opposants. Il doit savoir qu'il y a d'autres qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont pourchassés par son régime. Lui, Dramane Ouattara, son régime, là, pourchasse d'autres Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Vous, régime de Côte d'Ivoire, sachez bel et bien que vous pourchassez certains Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui eux là, leur rêve, c'est de vous voir tomber, c'est de vous voir chuter. Quand c'est comme ça là, pour maintenir votre pouvoir, pour maintenir votre force, soyez en bon terme avec tous les pays frontaliers. Comme ça, aucune rébellion ne viendra d'un pays frontalier de la Côte d'Ivoire pour venir vous déstabiliser. C'est comme ça un bon politicien. Mais quand tu es un mauvais politicien, c'est là que tu fais parler avec tous ceux qui sont autour de toi. Mais si tu en parles avec tous ceux qui sont autour de toi, mais tes ennemis peuvent utiliser tes ennemis aussi pour venir te frapper. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais entendre? Je dis à Alassane Ouattara, il a des ennemis ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Qui eux là, leur rêve c'est de voir Ouattara et son régime tomber. Et les arrêter pour les foutre en tôle. Eux tous. Et quand c'est comme ça, quand tu vois que autour de toi là, ton pays est solide, mais un pays ne peut pas être solide si les voisins de ce pays ne supportent pas ce pays. Un pays est solide lorsqu'il s'attend à tous ses voisins et qu'il coopère avec tous ses voisins en matière de renseignement et de sécurité. La Côte d'Ivoire va beau avoir une belle armée, mais si les pays voisins veulent faire du mal à la Côte d'Ivoire va sombrer dans le chaos. Ça, c'est clair. Parce que le Mali, non seulement le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire, les Maliens sont expérimentés en matière de trucs de terrorisme parce que ça fait longtemps, ils combattent les terroristes, ils savent comment ça se passe. Et sur le territoire malien, des opposants ivoiriens et des milices peuvent faire une formation militaire, suivre une formation militaire sans que la Côte d'Ivoire n'ait la capacité de les arrêter. Parce que si tu ne coopères pas avec le pays, tu ne t'entends pas avec le président de là-bas, tu veux faire un coup d'état contre lui, tu es en discorde avec lui. Maintenant, si tes opposants vont là-bas, ils disent, bon, écoute, comme Ouattara te fatigue, tout le temps il veut frapper ton régime, en retour là, nous te demandons de nous donner l'opportunité, on va aussi former une rébellion ici pour l'attaquer. Mais même si les services de renseignement de Ouattara savent qu'il y a une rébellion qui se prépare au Mali,
comment Ouattara peut empêcher cette rébellion? Quand Ouattara va envoyer une note au gouvernement malien pour dire, ah, il y a des rebelles qui se forment sur ton territoire, le Mali va dire, va te faire foutre. Toi et moi là, toi, Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a plus de diplomatie. On négocie rien. Quittez, dégagez. Et donc, quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire fait quoi? Même si la sécurité du Nord est renforcée, dans tous les cas, s'il y a une frappe qui vient du Mali, il y aura une bataille. Et cette bataille-là, ça va se passer sur le territoire ivoirien. Ce n'est pas sur le territoire malien. Parce qu'eux, ils vont quitter au Mali. C'est en Côte d'Ivoire, ils vont venir attaquer. Et donc, s'ils perdent la première défense, mais ils vont réussir à prendre le contrôle d'une partie du pays. Et le pays est mélangé. Donc, c'est ça en fait. Mais si tu es en bon thème avec tous les pays d'à côté, lorsque tu apprends qu'une rébellion se forme là-bas, tu appelles le président de là-bas pour dire, ah, arrêtez-moi ces gens-là, ce sont des trucs, des criminels, ce sont des rebelles. Et automatiquement, au nom de la coopération, hein, le pays où ces rebelles se forment, bon, ce pays envoie son armée pour arrêter ceux qui se forment là-bas pour les livrer à l'autre pays. Mais en ce moment, de la manière où Ouattara se comporte là, il aura effet de boomerang. C'est de la manière les Européens ont fait. Ils ont cru qu'ils étaient trop puissants et qu'ils allaient détruire l'économie russe. Ils ont sanctionné et maintenant ça se retourne contre eux. Et ils sont surpris, ils sont étonnés. Mais c'est ce qui risque d'arriver à la Côte d'Ivoire. Si Ouattara ne met pas bas la terre, si Ouattara et son gouvernement ne réfléchissent pas et qu'ils pensent qu'ils sont trop forts et qu'ils vont réussir à détruire Assimi Goïta, à un moment donné, chaque individu a ses limites. Assimi Goïta, pour le moment, il ne permet pas à une rébellion de se former sur le territoire malien pour aller attaquer la Côte d'Ivoire. Mais si Ouattara insiste, s'il insiste, il persiste et qu'il ne comprend pas, il est il est dans cette idéologie nauséabonde, destructrice, mais à un moment donné, Assimi Goïta va taper le poing sur la table pour dire, ben, trop c'est trop, Ouattara il veut ma mort, bon ok, moi aussi, je veux aussi la mort de Ouattara, et Soro, et Franklin Nyamsi, et vous, Blé Goudé, venez, le Mali est là, je vous donne un truc, le sol, et la Russie, voilà, demandez aux Russes, ils vont vous donner des armes nécessaires, ils vont vous armer, et vous allez partir attaquer, même si c'est en crédit, voilà, même l'État malien paye. Ah oui, l'État malien peut financer. Ils vont dire, mais ils gagnent l'argent pour payer leurs armes, leurs propres armes. Même si c'est un crédit. Soro peut dire, bon, aidez-nous, donnez-nous crédit. Si on libère le pays, on va vous rembourser. Ah oui, Ouattara aussi a fait ça, non? Quand il faisait guerre contre Gbagbo, là, c'est pas crédit, il a pris. Quand ils l'ont soutenu, quand il a pris, il a remboursé, non? Les Soro aussi, ils peuvent faire la même chose. Ils peuvent promettre aux Russes, donnez-nous crédit en armes. Voilà. Dès que l'opération réussit, nous, on va vous donner des contrats, on va rembourser tous ces crédits. Et tout est possible. Donc, Ouattara doit faire très attention à ce qu'il fait. Faut pas, la France va le blaguer et il va être à la première ligne. Non. Là où la France est là, la France n'a pas la capacité de combattre une offensive de grande envergure soutenue par une grande puissance qui va attaquer la Côte d'Ivoire. La France ne peut pas. Parce que là, il se peut que même les rebelles, ils vont avoir même des missiles des missiles portatifs anti-aériens. Quand c'est comme ça, les hélicoptères ivoiriens vont arriver où? Ça va aller où? Des missiles anti-chars, des rebelles qui sont armés jusqu'aux dents. Mais les rebelles de Ouattara vont fuir, non? Ils comptent sur quoi? Hélicoptères et puis ces chars de guerre. Mais si ces rebelles ont des trucs, des armes anti-chars, des armes anti-aériens, portatifs, ils vont faire quoi? Les hélicoptères décollent, ils abattent en l'air. Les chars viennent, ils allument ça, et puis c'est fini. Les rebelles, l'armée de Ouattara va faire, mais ils vont battre en retraite. Ils vont dire à Magné. Ah oui. Et c'est comme ça. Parce que la Russie est à l'offensive. La Russie est à l'offensive. Donc si Ouattara fout son nez, coûte que coûte, au Mali, le Mali qui est un allié clé de la Russie, si Ouattara ne cesse de vouloir déstabiliser, mais le Mali et la Russie peuvent aussi dire, bon, ok, comme ils agissent comme ça, c'est la France qui les envoie, nous aussi on va frapper ce pays qui est un truc français. On va aussi les déstabiliser. Parce que c'est une guerre ouverte entre la France et la Russie. Ouattara doit comprendre ça.
Donc, il ne doit pas mettre la vie des Ivoiriens en danger en se comportant comme un voyou dans un pays voisin. Je parle comme ça parce que je suis énervé. Parce que si demain ça éclate entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens innocents qui vont mourir. Que ce soit des Ivoiriens du Nord, mais ils vont mourir gratuitement à cause du comportement de Ouattara, en voulant trop obéir à Paris. Donc Ouattara doit arrêter ces conneries immédiatement. Il doit arrêter cette démagogie. Il doit arrêter cette truc maladie à vouloir déstabiliser le Mali. Nous ne sommes pas en guerre contre le Mali. Les Maliens, ils gèrent leurs problèmes avec l'Occident. La Côte d'Ivoire n'est pas l'Occident. La Côte d'Ivoire doit chercher à renouer à renouer comment on appelle ça, des relations avec le Mali pour vivre ensemble entre bon voisinage. On ne doit pas rester là à vouloir déstabiliser l'autre. Sinon, si la Ouattara n'arrête pas, les Maliens, parce que si c'est rétabli, que c'est la France qui vous pousse à un moment donné, les Russes aussi, ils vont vouloir frapper ce pays parce que le Mali est un allié de la Russie. Donc en retour, ils peuvent utiliser un opposant ivoirien, l'armée, et vouloir attaquer aussi la Côte d'Ivoire. Et c'est de bonnes guerres. Ah oui, c'est de bonnes guerres. Donc, votre régime est en paix. Vous gouvernez paisiblement. Arrêtez vos bêtises, sinon vous risquez de mettre la Côte d'Ivoire dans un conflit qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. Donc, je pense que je suis clair sur cette affaire. Donc, les pro-Ouattara qui m'écoutent, ils comprennent mon ras-le-bol. Ils comprennent ce que je veux dire. Aimons la Côte d'Ivoire plus que nos dirigeants. Là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue. C'est l'avenir des Ivoiriens qui se joue. C'est comme ça Zelensky il s'est comporté. Maintenant, voilà, guerre, et il crie sur tous les toits. C'est son peuple qui souffre. C'est-à-dire le comportement de nos dirigeants provoque la mort des citoyens. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils font n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils ne se soucient pas de l'avenir de leurs concitoyens. Et c'est ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de comment ils gèrent le pays, ils construisent le pays. Ce n'est pas ça mon problème. Qu'ils laissent les voisins tranquilles. Parce que si ça se retourne, ce sont des Ivoiriens qui vont mourir cadeau. Voici d'autres qui se sont fait prisonniers au Mali. Il n'a pas encore pu les libérer. Il cherche encore à envoyer d'autres pour les faire arrêter. Donc, ils vont envoyer les Ivoiriens seulement, ils vont les arrêter. Et lui, il va rester là. À un moment donné, arrêtons ces conneries-là. Et faisons la politique autrement. Je pense que je suis clair. Alors, nous quittons maintenant la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron en Afrique. Donnez-moi mes étoiles en quitté ici, mes frères. Donnez-moi mes étoiles. Ceux qui m'ont donné les étoiles, que Dieu vous bénisse. Alors, à Emmanuel Macron en Afrique, j'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron au Cameroun. Bon, je pense que sur certains points, il a raison, sur certains points, il n'a pas raison. Ça veut dire, lui, il s'est dépêché pour aller en Afrique. Ce n'est pas dans une vision de vouloir faire de l'Afrique un bon partenaire d'égal à égal. Mais il va là-bas dans le seul but de combattre les Russes. Voilà l'idée qu'il a poussé à aller en Afrique. Sinon, si les Russes n'étaient pas là-bas, lui, Macron, il n'allait pas mettre pied là-bas. C'est ce que j'ai compris en fait. C'est-à-dire, lui, Macron, il s'est déplacé pour aller en Afrique et causer avec certains dirigeants africains parce que les Russes sont là-bas. Parce que, soi-disant, il y a une influence russe. Mais s'il n'y avait pas d'influence russe, oh, Macron, il n'allait pas mettre pied là-bas, il allait prendre son téléphone pour menacer les dirigeants africains. Mais je salue la présence russe en Afrique, je salue la présence chinoise en Afrique, je salue la présence turque, la présence iranienne, la présence indienne et la présence anglaise, allemande, américaine. Toute présence étrangère en Afrique est magnifique. Elle est la bienvenue.
Au moins, ceux qui pensaient que l'Afrique était leur chasse gardée vont maintenant ouvrir les yeux. Parce que je tiens à vous le souligner. Chaque pays mène sa diplomatie à sa manière. Chaque pays veut signer des contrats à sa manière. Avant, l'Allemagne n'était pas sur le territoire africain. L'Allemagne, lorsqu'elle part là-bas, elle négocie pour ses propres entreprises. Donc, elle a sa manière de négocier. L'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, a sa manière de négocier. L'Amérique, qui avait laissé la France faire n'importe quoi, a sa manière de négocier. Les Russes qui arrivent en Afrique ont leur manière de négocier. Les Chinois ont leur manière de négocier. Les Turcs ont leur manière. Les Iraniens, les Indiens. Et quand c'est comme ça, il y a la concurrence. Et lorsque la concurrence y est, alors ceux qui faisaient le grosso modo, qui se gonflaient, qui exerçaient une pression sur nos soi-disant dirigeants ou bien nos entreprises, réfléchissent 1000 fois avant de faire quoi que ce soit, parce qu'ils savent que s'ils font des bêtises, ils risquent de perdre les contrats au détriment de d'autres bailleurs de fonds, au détriment de d'autres hommes d'affaires. Et ça, c'est une bonne chose. Et comme la France a compris la leçon, elle a compris la leçon parce qu'il y a des pays africains qui veulent se faire respecter. Ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni. Oui, oui, quand c'est comme ça, là, on ne renégocie pas de trucs d'accord avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne manifeste pas une volonté de vouloir émerger, de vouloir s'émanciper. Il y a des pays qui manifestent cela. Ce sont ces pays-là qui sont cotisés en ce moment par les Européens. Ils courent pour aller négocier dans ces pays-là parce qu'ils voient que ces pays ont ouvert leurs yeux. Ces pays commencent à faire d'affaires avec plusieurs autres pays. Et donc l'influence de la France commence à diminuer. Alors qu'est-ce que la France fait? La France court pour aller dans ces pays pour essayer de rattraper le retard ou bien de consolider les liens. Mais en consolidant les liens sous une autre base. Ce n'est plus sur les anciennes bases coloniales, mais c'est sous une autre base, c'est-à-dire des nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Et c'est ce que les autres pays devraient faire. Donc, Emmanuel Macron, en allant au Cameroun, parce qu'il voit que les Camerounais commencent à se tourner vers d'autres puissances pour leur développement, parce qu'ils étaient avec la France pendant longtemps. Le Cameroun n'a même pas évolué d'un petit iota. Vous partez au Cameroun, mais c'est la misère. Quand je dis misère, je ne dis pas le sol camerounais, mais les citoyens camerounais, c'est la misère. Ça fait pitié. Et donc, comme ils ont compris, ils ont dit, ben, avec Paris, ça ne va pas. Il faudrait qu'on oriente nos partenariats ailleurs. Donc, ils ont compris. La France a compris ça, elle court. Elle dit, bon, écoutez, on a compris, on a compris, nous allons aller sur de nouvelles bases. Donc, Emmanuel Macron, sa visite à Yaoundé, c'est-à-dire au Cameroun, c'est pour renouer, c'est pour nouer le partenariat entre le Cameroun et la France. Mais, plus comme avant, autre nouveau partenariat. Et ces partenariats vont permettre au Cameroun, non, ces partenariats vont permettre au Cameroun plutôt de s'émanciper. Mais comment s'émanciper? On doit y arriver parce que il y a un problème que j'aimerais souligner dans ce direct. Le problème aussi, c'est nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants. Si nos dirigeants ne veulent pas que leur pays évolue, leurs pays ne vont pas évoluer. Je prends un exemple. Que ce soit la Chine. Imaginons que la Chine vient en Afrique, signe des contrats et dit, bon, nous les Chinois, on prend 40. Vous, pays africains où on a signé ces contrats-là, vous prenez 60%. Parce que c'est vos terres, ceci, cela. Il n'y a pas de souci. On va dire, oh, ce sont des bons partenaires. Magnifique, on est heureux, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est nos dirigeants, c'est-à-dire les élites. L'argent là, quand les contrats sont signés là, cet argent, ça va dans les poches de qui? Donc, si nous avons des dirigeants corrompus, des voyous, qui ne se soucient pas de leur peuple, quel que soit le pays qui viendra traiter avec nos pays africains, quel que soit, même si ce sont des contrats de pas égal à égal,
nos voyous là, ils vont prendre l'argent qu'ils vont leur donner, ils vont envoyer ça à l'étranger pour mettre ça dans les paradis fiscaux. Et le peuple ne va pas bénéficier de ça. Voici le vrai danger de l'Afrique. Je répète, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, s'ils disent, bon, aujourd'hui, on a beaucoup exploité l'Afrique, mais aujourd'hui, on va aller sur de nouvelles bases. Donc, s'il y a accord à signer, c'est 50-50. Donc, si c'est 1 milliard, les Africains prennent 500 millions. Et, bon, je dis 1000 millions, je parle 500 000 millions, je ne sais pas. Et les autres, ils prennent, ou bien si c'est 2 milliards, nous, Européens, on prend 2 milliards, on prend 1 milliard. Vous, Africains, vous prenez 1 milliard. C'est-à-dire, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, imaginons. Côte d'Ivoire, voilà un accord qui est signé. Un exemple, hein, la France signe un accord pour dire, bon, on veut quitter dans l'ancien truc, partenariat, nous venons dans un nouveau partenariat. Donc, voici un gisement gazier. Bon, nous, Français, on veut exploiter ça. On aimerait que la Côte d'Ivoire ait au moins sa part. Soit 50, nous aussi, nous Français, pour nous 50. Et donc, le contrat, c'est un contrat de 2 milliards. Et quand ça va être exploité, tout cela, hein, le gain, hein, ça va être 2 milliards. La Côte d'Ivoire a 1 milliard, la France a 1 milliard. Bon. Le peuple va sourire, le peuple va crier, wow, victoire, on a gagné. Mais le problème, c'est que nos dirigeants, là, s'ils donnent les 1 milliard, là, et que ça tombe dans les mains de nos dirigeants. Si ces dirigeants ne se soucient pas de leur peuple, si ce sont des dirigeants voleurs, ils vont prendre les 1 milliard là, au lieu de travailler pour le pays, ils vont mettre ça dans les paradis fiscaux. Ils vont acheter des maisons à New York, ils vont acheter des maisons à Paris, ils vont acheter des biens, mettre leurs enfants dans des grandes écoles. Et donc le peuple va toujours souffrir. Le problème vient aussi de nos dirigeants. Je pense qu'on se comprend en fait. Ou bien si je n'arrive pas à mieux expliquer, mais je pense que des gens me comprennent. On a des personnes corrompues qui nous dirigent en Afrique, qui font que l'Afrique n'évolue pas. Parce que ce sont des voleurs. Le peu qu'on gagne, au lieu de construire, de se soucier de leur pays, non, ils préfèrent prendre l'argent pour cacher. Et c'est ça qui tue l'Afrique. Je prends toujours l'exemple de Poutine. Parce que ce monsieur, il est charismatique, il est intelligent, il est brillant. Et son nom restera dans l'histoire de l'humanité. Si on dit qui était Vladimir Poutine, le monde entier se souviendra de lui. Même les Européens qui l'haïssent aujourd'hui, demain quand il ne sera plus là, ils vont parler de lui. C'est-à-dire ils vont enseigner l'histoire de Poutine à leurs enfants dans les universités occidentales. Poutine qui a trouvé une Russie à terre. Les cerveaux russes fuyaient la Russie. Beaucoup avaient fui. Ils avaient été recrutés par les Occidentaux. Parce qu'il n'y avait plus de travail en Russie. C'est-à-dire les scientifiques, les mathématiciens, tous les grands cerveaux russes étaient recrutés par les Occidentaux. Ils les prenaient. Et même Israël a pris beaucoup de Russes. Vous comprenez? Israël, quand vous dites Israël est fort en start-up, ceci, cela, ce sont des cerveaux russes. Israël a pris. Mais on va y arriver. Parce qu'ils ont des agences juifs, ils recrutent les meilleurs élèves russes, soit disant ils sont juifs. Et puis la Russie les éduque. Lorsqu'ils sont brillants, ils deviennent des intellectuels, des gens qui vont maintenant aider la Russie à évoluer. Ils les prennent, ils disent non, ce sont des juifs, ils n'ont qu'à partir en Israël. Et donc autant de trucs, après la chute du mur de Berlin, dans les années 90 jusqu'en 2000, mais la Russie était en faillite. Et donc ces gens-là, Israël les a récupérés. Et ceux-là, ils sont au moins 3 millions en Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils sont 3 millions, c'est-à-dire un pays vient recruter certains citoyens de votre pays en disant que non,
Ils sont juifs, donc ils n'ont qu'à venir chez eux. Et ils prennent jusqu'à 3 millions. Et ils ne prennent pas n'importe qui. Ils sélectionnent parce qu'ils ont leur service de renseignement. Ils sélectionnent les meilleurs, les cerveaux. Hein? L'immigration choisie. Et ils prennent ceux-là. Et ceux-là s'en vont travailler pour un autre pays. Au détriment du pays où ils sont nés, qui les a éduqués, qui leur a donné l'éducation et tout. Et ceux qui restent, c'est des gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, qui restent là-bas. Des buveurs de trucs d'alcool, de vodka. Des drogués. Hein? Des trucs. Et la Russie était par terre. Poutine, il vient. La Russie était pillée par les Occidentaux. Le gaz n'était même plus vendu, c'était gratuit. Ils donnaient le gaz, le pétrole gratuitement aux Occidentaux. Parce que les Occidentaux signaient des partenariats avec des Russes qui signaient des contrats en défaveur de la Russie, où la Russie avait 5%. Et les Occidentaux avaient tout. C'est-à-dire, Gazprom, tout ça là, c'est comme si le revenu des citoyens russes, de l'État russe, était à 5%. Et tout le reste était pour l'Europe. Donc, indirectement, l'Europe contrôlait les ressources, la manne pétrolière russe, le gaz, tout ça, c'est l'Occident qui contrôlait. Et les Russes, ils ne savaient plus quoi manger. Or, la plus grande réserve gazière du monde, c'est la Russie. 24%. Mais ça, c'était gratuit pour les Occidentaux. Ils utilisaient ça pour développer leurs industries, pour produire tout ce qu'ils devraient produire. Voilà pourquoi les Occidentaux, ils aiment des dirigeants russes alcoolos, c'est-à-dire des gens qu'on peut manipuler en fait. Qui peuvent menacer, qui vont se soumettre. Poutine, il vient, il trouve une Russie dans un état très très délabré. Une Russie qui n'a plus d'armée. Où les soldats, ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire les gens même, ils fuient l'armée. L'immigration était massive. L'Amérique prend des cerveaux russes. Israël recrute ici, l'Europe recrute ici, l'Angleterre recrute ici. Et la Russie était devenue un pays chaotique. Poutine prend ce pays. 17 millions de kilomètres carrés, mes frères. Ça n'a rien à voir avec nos petits États. Que nos dirigeants sont incapables de redresser. Il prend un pays qui est comme un continent. C'est-à-dire la Russie même est grande que l'Europe. L'Europe là, c'est grand. C'est-à-dire vous mettez la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Vous mettez tous ces pays, vous les assemblez, vous les mettez ensemble. La Russie les dépasse. Est-ce que vous comprenez même? Donc c'est un pays qui est très vaste, qui a 11 fuseaux horaires. Poutine, lui seul, il redresse son pays. Il permet à la Russie de reconstituer son armée. Il permet aux Russes de s'éduquer. Malgré le pillage des cerveaux russes, il a réussi à redresser l'éducation. Il a réussi à éduquer le peu de Russes qui restaient. Et il a réussi à leur faire aimer leur patrie. Il a réussi à mettre fin au pillage des ressources. Donc, toutes les sociétés, Gazprom et tous, il a dit aux Occidentaux, à partir de maintenant, c'est fini. Vous n'allez plus piller le pays. Est-ce qu'en Afrique, il y a quelqu'un qui est capable de le faire? Et ceux qui avaient fait association avec les Occidentaux pour piller la Russie, eux tous, ils ont fui, ils sont venus en Occident. Ils disent, soit vous laissez une partie de votre argent, soit vous partez. Beaucoup ont fui. Et il a bloqué l'argent de plusieurs. Il dit ça, c'est pour la Russie. C'est pour les Russes. Ce n'est pas pour vous. Vous avez volé. Il a redressé la Russie. Il a construit une armée puissante. Qui a dépassé l'armée française, qui a dépassé beaucoup d'armées. Or, l'armée russe, on ne valait rien. Dans les années début 2000, l'armée française même pouvait marcher sur l'armée russe. Technologiquement parlant, la Russie n'était plus capable de faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, la France se gavait, les Américains se gavaient. Mais Poutine a redressé. Aujourd'hui, l'armée française ne peut pas se comparer à l'armée russe.
Pas même à côté même. Poutine a donné une très grande image à la Russie. Parce qu'il est patriote et il veut que son pays devienne puissant. Il veut que son pays devienne fort. Il veut que les Russes se fassent respecter à travers le monde. Mais nos dirigeants, ils font quoi? On n'a même pas un pays de trucs à 1 million de kilomètres carrés. Et ils sont incapables même de relever le pays. Tout ce qu'ils savent, c'est de piller, c'est de faire association avec les élites étrangères, pour piller nos ressources, piller nos pays. Et on pense qu'on va développer l'Afrique. L'Afrique ne veut pas se développer sur cette base. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le vrai danger de l'Afrique. C'est nos dirigeants. L'armée américaine ne peut pas vouloir... Oh, l'armée américaine pouvait attaquer la Russie dans les années 2000. En dehors même avec le nucléaire, les Américains allaient oser même, l'OTAN allait oser même attaquer la Russie. Si c'était au début des années 2000. Mais maintenant, ils ne peuvent même plus. 40 pays réunis, ils ne peuvent même pas attaquer. Ils comprennent que la Russie n'est plus un petit morceau. Ce n'est plus la Russie qu'ils avaient connue dans les années 90, 2000, début 2000. Et qu'à la tête de la Russie se trouve un homme, Vladimir Poutine, qui a redressé la Russie, qui a donné la gloire à la Russie. Cette Russie qui rayonne à travers le monde, diplomatiquement parlant, culturellement parlant, militairement parlant et économiquement parlant. Parce que l'économie de la Russie était à plat. Mais il a permis à l'économie russe de résister devant une guerre économique contre les Occidentaux, les Américains. Du jamais vu. Du jamais vu. Poutine est une légende. Poutine, ce n'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé sur terre pour enseigner le reste de l'humanité ce que c'est qu'un patriote. Quand tu es patriote, qu'est-ce que tu es capable de faire si tu es sincère dans ton patriotisme? Parce que l'économie russe ne pouvait pas tenir face au choc que l'Occident voulait. L'Occident voulait détruire l'économie russe. Mais c'est l'économie occidentale qui se casse les dents. Or, l'économie russe a été bâtie début 2000, quand Poutine est venu. Or, l'économie occidentale est là. Ça fait des années. Quand je parle de l'économie occidentale, l'Amérique fait partie. Ça est là pendant, ça fait des années qu'ils sont là. Mais ils n'ont pas pu détruire l'économie russe. Grâce à Poutine, qui est un stratège, qui est un visionnaire, qui comprend ce que c'est que les enjeux du moment. Poutine a réussi à défier l'Occident, l'Amérique tout entière. Tout l'Occident et toute l'Amérique. Il les défie sur tous les plans. Et il n'est pas perdant. Hein. Au contraire, ils sont gagnants. Militairement parlant, économiquement parlant, diplomatiquement parlant. Il est sur tous les fronts. Ils font tout pour l'isoler, mais ils n'y arrivent pas. C'est quelqu'un qui est fort. Nous, on ne nous demande pas comme ça. C'est pas tout. On nous demande un peu seulement, là, on n'arrive même pas à faire. Nos dirigeants sont incapables. Incapables. Ils sont tous des voleurs, des voyous. Voilà pourquoi ça fait des décennies, des milliers, des milliers, des siècles. L'Afrique n'évolue pas. Et l'Afrique se plaint. On se plaint pourquoi? On est incapable. On est incapable. Donc, voici le vrai problème. Voici le vrai problème. Et donc, ça me fait très mal. Quand je vois l'Afrique, et on se plaint toujours. Non, non, non. Faut pas, on va se plaindre. C'est une question de volonté. Quand tu veux, tu peux. Quand tu ne veux pas, tu ne peux pas. Donc, les Africains ne veulent pas se développer. Voilà pourquoi on ne se développe pas. Si on voulait se développer là, on allait se développer. Non, je pense que c'est clair. Poutine a voulu que la Russie se développe, mais il a permis à la Russie de se développer. Les mollahs là, malgré les sanctions et tout, ils ont permis à l'Iran d'être parmi les meilleurs pays scientifiques du monde. Est-ce que les ayatollahs, ils sont pas... Leurs scientifiques, ils sont meilleurs, non? Qu'est-ce que les Occidentaux font? Ils sont là, ils ciblent les scientifiques iraniens pour les tuer,
Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait en voulant détruire la connaissance iranienne, les Iraniens se sont battus, ils se sont construits, ils se sont donné une grande connaissance. Et parmi eux, il y a des meilleurs scientifiques au monde aujourd'hui. Et donc, comme ils n'arrivent plus à retarder le pays, quelles que soient les sanctions, tout ce qu'ils ont fait, ils n'arrivent pas. Ils ciblent maintenant les scientifiques pour les éliminer, pour empêcher l'Iran d'évoluer, en fait. C'est tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ont tout essayé, sanctions, tout. Ils n'ont pas pu. Donc, ce sont les scientifiques qui ciblent maintenant. Ce sont les scientifiques qui ciblent parce qu'ils se disent, bon, si on élimine les scientifiques, ils ne pourront plus construire telle chose, ils ne pourront plus fabriquer telle chose. Parce que voilà, le père de telle invention, c'est telle personne. Donc, si on l'élimine, bon, personne. Or, les Iraniens ont transmis leur savoir à plusieurs générations. Donc, tu élimines lui là, au moins il y a 100 autres Iraniens qui maîtrisent ce qu'il a inventé. Et puis, ils sont nombreux, ils inventent seulement. Non, l'Occident n'arrive pas à les maîtriser. Voilà la réalité. Nous, Africains, non, aiguille même, on ne sait même pas comment on fabrique une machette. On ne sait même pas comment on fabrique un truc comme moto. Même pour dire on va tricher, pour copier. Ah, vraiment. Ah, l'homme noir, c'est pas la peine. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent, ils démontent, ils regardent et puis ils recopient. Ils fabriquent pour eux pouvoir. En Côte d'Ivoire, on est incapable de le faire. On ne peut pas acheter pour démonter ça. Regardez comment ils ont fait et fabriquer pour nous-mêmes. Moteur, tout ça, on démonte le moteur, on regarde et puis on essaie. On demande à nos étudiants, les universités, on leur demande de fabriquer un moteur. C'est une épreuve, ils n'ont qu'à tester. On n'a qu'à les mettre à l'épreuve. Donnez-leur tous les équipements nécessaires. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont appris à l'école là. À travers les trucs, la science et tout. Ils n'ont qu'à nous montrer. C'est comme ça. Dans les grands pays là, l'armée travaille avec les élèves. Ah oui, 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 oui. Je tiens à vous le dire. L'armée travaille avec les professeurs et les élèves. Que ce soit aux États-Unis, en Russie, en Europe, l'armée travaille avec les élèves. C'est-à-dire les étudiants. Quand l'armée veut quelque chose, elle coopère avec les étudiants et les étudiants inventent. Mais en Afrique, on ne fait pas ça. On pense que quand tu élèves, c'est fini. Non, 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 non. Les élèves doivent coopérer avec l'armée dans certains domaines clés et demander aux élèves d'inventer certaines choses. Quand les élèves réussissent à inventer ça, montrent ça à l'armée et l'armée met ça en pratique. Et c'est ce que les pays développés font. En Afrique, on ne fait même pas ça. C'est-à-dire l'armée est différente des élèves. On n'a pas, quand on dit élèves, d'autres pensent que voilà, c'est ceux qui vont à l'école militaire uniquement. Non, 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 je ne parle pas de ça. École militaire, oui. Mais en dehors de ça, même les élèves qui vont dans une école normale, qui sont à l'université, qui font des recherches, ils travaillent avec l'armée. C'est très important. Même dans le renseignement, le peuple doit coopérer avec les services de renseignement. Voilà comment les services de renseignement deviennent très efficaces. Il ne faut pas écarter quoi que ce soit. Lorsqu'un pays veut se développer, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous, en Afrique, on fait le contraire. On fait le contraire. On fait le contraire. On fait n'importe quoi. On pense que les élèves sont à part, l'armée à part, le gouvernement à part, la population civile est à part. Non, 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 non. Il faut coordonner les choses pour espérer un résultat fiable. Une réponse fiable. On ne le fait pas en Afrique. Moi, je vois ici, en Belgique, les gens, c'est comme ça ils font. C'est comme ça ils font. Même les fusées, ce sont les universités qui font les recherches, qui inventent ça. Même à Moscou. Ce sont les étudiants qui construisent les fusées d'abord. Ils font des tests. Ce n'est pas militaire qui construit fusée d'abord. Non, non, ce sont les élèves qui font des tests. Et quand ça réussit, ils transmettent leur savoir aux militaires.
Et les militaires sont capables de ça pour faire certaines choses. Pour transformer ça en truc. En doctrine militaire. Les étudiants font les recherches parce que c'est leur boulot. Les professeurs aussi, ils doivent faire des recherches. Et leur formule qu'ils trouvent pour inventer, ils transmettent ça à l'armée. Et l'armée maintenant exploite ça dans le domaine militaire. C'est comme ça que ça fonctionne. L'armée aussi doit faire ses recherches à part. Mais en Afrique, non, c'est autre chose. Vraiment, ça me fait mal quand même. Donc, nos dirigeants africains, ils doivent revoir ce côté-là. Voilà. Donc, Bernie, voilà. Donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, mais en Afrique, eux, ils ne connaissent pas ça. Nos dirigeants, ils ne connaissent rien du tout. Ils fréquentent en Europe, après ils s'en vont, mais ils ne savent pas ce qui... Peut-être on ne leur montre pas, on ne leur dit pas la vérité de ce qui se passe. Mais c'est ça là qui se passe là-bas. Au lieu de prendre l'argent pour mettre ça, donner des équipements nécessaires aux étudiants dans les universités, permettez-leur de faire des vraies recherches et mettez-les à l'épreuve. C'est ça. Mettez les étudiants à l'épreuve. Dites-leur que non, ils ont étudié la science, la chimie, la physique, les maths. Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer? Comme ils n'ont bien l'État ivoirien met à défi. C'est ça. L'État ivoirien doit mettre au défi tous les élèves scientifiques, les mathématiciens, les trucs, et les professeurs à l'épreuve pour dire je veux que vous fassiez tout pour inventer, créer une fusée ou bien quelque chose que la Côte d'Ivoire va inventer ou bien qui existe déjà dans un autre pays, mais on veut que les Ivoiriens répètent ça, recréent ça de leur propre savoir. Et l'État donne les moyens à ses élèves et les trucs, les professeurs. Vous allez voir, ils vont faire une recherche de 5 ans, ils vont inventer quelque chose. Et c'est comme ça, il faut les forcer. Mais on ne force pas nos élèves, on ne rien du tout. Et vous pensez qu'on va être brillant? Non, il a la licence, il a doctorat dans la chimie, il a doctorat dans la physique. Mais ils n'inventent rien. Après, ils sont dans des bureaux avec cravate, ils foutent rien. Après ça, ils deviennent députés ou maires. Et c'est ça là, on veut que les pays avancent. Quelles sont ces âneries? Quelles sont ces bêtises-là? À un moment donné, réveillons-nous. On doit se réveiller. Donc, voilà un peu. Maintenant, en dehors de ça, il y a un événement qui s'est passé en Ukraine. Vous savez, comme les Occidentaux avaient réussi à détourner un avion soviétique au temps de la guerre de Corée. Vous le savez? C'était un MiG. Un MiG. C'est-à-dire les Américains, ils bombardaient la Corée. Et ils avaient réussi à détruire l'aviation coréenne. Et comme l'URSS à son temps, dirigé par Staline, avait décidé d'aider les Coréens. Et qu'est-ce que l'URSS avait fait? Avait peint ses avions en couleur coréenne. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas que les Américains disent que ce sont des avions de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique avait donné ses pilotes pour aller aider l'armée coréenne. Je parle de la Corée du Nord, bien sûr. Et c'est ainsi que les avions ont pris leur vol pour aller combattre les avions américains sur le territoire coréen. Parce que l'Amérique avait la suprématie. La Corée ne pouvait plus rivaliser avec l'Amérique. Mais ces MiG, les Américains ne connaissaient pas le secret de ces MiG. Et ça, c'était des avions qui volaient à haute altitude et qui avaient une vitesse incroyable. Donc, quand ces avions ont fait leur apparition en Corée, les MiG abattaient les avions américains. Ah oui, ceux qui pensent que la Russie est en retard dans le domaine aéronautique ou bien l'aviation, non. Donc, les MiG faisaient tomber les avions américains. Parce qu'ils volaient très haut
Donc, eux, ils étaient très, très au-dessus. Et les avions américains étaient en dessous. Donc, eux, ils ne savaient pas qu'il y avait des avions MiG dans l'espace aérien coréen. Et les MiG tiraient sur les avions américains sans que l'Amérique n'ait la capacité de riposter. Donc, la Corée du Nord était devenue le tombeau des avions américains. À un moment donné, ils ont dit, mais quel est cet avion mystique, mystérieux, qui nous cause des trucs, du tort, qui détruit la flotte américaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent beaucoup d'argent à l'un des pilotes qui pilotait l'avion russe sur le territoire coréen. Et ce dernier, ils ont réussi à le corrompre. Ils lui ont dit de détourner l'avion en question. L'objectif, étudier l'avion pour voir la technologie de cet avion. Comment cet avion réussissait à abattre les avions et quel était le point faible de cet avion. Et donc, ce dernier, il a pris l'avion, au lieu de combattre, il s'en va au Japon et il pose l'avion au Japon. Et les Américains, les Japonais et les Occidentaux démontent l'avion pour voir le secret, la portée du radar et les points faibles. Ils ont demandé au pilote, le pilote a vendu les secrets de l'avion. Et donc les Américains et les Occidentaux connaissaient maintenant le secret du MiG. Et ils réussissaient à abattre certains MiG. Jusqu'à ce que la Chine se lance dans la danse. Et quand la Chine s'est lancée dans la danse, les Américains ont reculé avec les Coréens du Sud. Et ils ont dit, bon, ils ont levé un drapeau blanc pour dire, bon, ils n'ont qu'à mettre fin à la guerre. Et qu'il faudrait qu'une force de l'ONU vienne séparer les deux Corées. Il faut arrêter et tout. Et suite à ça, Staline est mort. Et Staline, lui, il ne voulait pas que la guerre s'arrête. Il voulait que voilà, toute la Corée soit libérée. Mais il est mort. Quand il est mort, voilà, le dirigeant chinois, il ne voulait plus que la guerre continue. Donc lui, il a accepté l'accord que les Américains avaient proposé. Staline, lui, il ne voulait pas que truc, voilà, il y ait un accord pour arrêter. Il voulait que toute la Corée soit libérée. Malheureusement, il est mort en cours de route. Pendant que la guerre y était, il est mort. Et tout. Donc voilà. En Ukraine, ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ont proposé 2 millions de dollars à chaque pilote russe qui réussirait à détourner les avions russes pour les poser dans des pays occidentaux en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les aviateurs russes ont reçu une proposition de la part des Occidentaux pour dire qu'ils n'ont qu'à détourner leurs avions, ils n'ont qu'à venir en Occident. Donc ils voulaient le Tupolev Tu-22, c'est-à-dire le bombardier à long rayon d'action. Les Occidentaux voulaient cet avion. Donc ils ont demandé au pilote de cet avion, parce que le Tupolev a agi pas trop, quelques rares fois. C'est un avion qui a un long rayon d'action. Ça peut rester en dehors des défenses ennemies et larguer des missiles à longue distance. Donc voilà, le rayon d'action du Tupolev, c'est au moins 3000 km. C'est-à-dire l'avion est ici et le radar peut capter des trucs, des cibles à une portée de 3000 km. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la portée du radar de l'avion. Donc, dans un rayon de 3000 km, l'avion peut bombarder des trucs, peut voir des choses, voilà, des ennemis, des défenses aériennes et tout. Donc, c'est un avion qui a une longue portée. Et donc, puisqu'il n'y a aucun missile anti-aérien capable d'aller à une portée de 3000 km, donc cet avion est un avion que l'ennemi ne peut pas attaquer. Parce qu'il peut rester en dehors, il peut rester à 3000 km de la cible et larguer un missile et le missile va aller seul pour taper la cible. Donc toi, tu ne peux pas riposter à 3000 km
pour dire tes défenses anti-aériennes vont bombarder trucs, non. Puisque les défenses anti-aériennes ont une portée souvent de 200 km, de 300 km, de 150 km. Or, l'avion, lui, il a 3000 km. Donc, du coup, voilà, tes défenses anti-aériennes ne peuvent pas l'atteindre. Pour le bombarder, ou bien pour l'abattre, il faudrait que tu prennes des, voilà, tu décolles des avions de guerre pour aller le trouver là où il est dans l'espace aérien pour l'attaquer. Sinon, à travers les systèmes de défense, tu peux pas le bombarder en l'air là-bas, puisque lui, il est en retrait, il est très loin et puis il bombarde, il te bombarde, il est très loin, il te bombarde. Donc, les Occidentaux ont voulu que le pilote détourne l'avion. Ils lui ont proposé 2 millions de dollars. S'il détourne l'avion, il a 2 millions de dollars. Et ils ont proposé aussi à certains aviateurs qui conduisaient le Sukhoi 34, le Sukhoi 30, le Sukhoi 25 et le Sukhoi 24. Ils ont proposé à tous ceux-là, s'ils réussissaient à détourner ces différents avions, pour une somme de 2 millions de dollars pour chaque pilote. Mais les pilotes ont refusé. Les pilotes russes ont refusé parce que ce sont des vrais patriotes. Ils ont refusé l'offre. Sinon, si c'était des gens qui étaient faibles d'esprit, ils allaient accepter. On dit, voilà, 2 millions de dollars, tiens. Tu détournes l'avion et puis on te donne l'argent et voilà. Et puis on te donne asile, on te protège. C'est ce qu'ils leur ont proposé. Hein. On te protège, on te donne asile, papier et tout. Tu as 2 millions de dollars, tu vas faire ta vie et l'avion, voilà, tu nous laisses, on étudie l'avion. Donc c'était parce que quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est que l'Occident voulait une guerre contre la Russie. Parce que c'est la flotte russe, ils voulaient étudier. Si ces aviateurs, c'est-à-dire ces pilotes, acceptaient la proposition, ce qui veut dire que l'Occident allait prendre son temps pour étudier ces avions russes, leur portée, leur faiblesse et tout. Et quand ils allaient connaître tout ça, ils allaient dire, bon, ok, on peut attaquer. Même si ça débouche sur une guerre nucléaire, on n'en a rien à foutre. Ils allaient faire ça. Ou soit, ils allaient donner des missiles anti-aériens adaptés pour faire tomber ces avions. Non, ils avaient un plan derrière la tête. On demandait aux pilotes de détourner ces différents avions russes qui sont dans la flotte russe pour que eux, occidentaux, ils puissent connaître tous ces secrets. Maintenant, la Russie n'allait pas connaître les secrets des avions occidentaux. Donc voilà ce qui s'est joué. Mais heureusement que les pilotes russes ont refusé, ils n'ont pas accepté leur proposition. Eux, ils sont allés dire à l'État russe que voilà ce que les occidentaux leur ont proposé. Donc voici un peu, voilà, ce qui s'est passé dans ces temps-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, à quel niveau, voilà, l'opération est, mais je voulais parler de ça. Donc, faites très attention avec les Occidentaux. Ils aiment bel et bien proposer, c'est des gens qui poussent les gens à devenir des traîtres et tout. Donc, s'ils font ça de l'autre côté, c'est qu'ils font ça souvent en Afrique. Donc, faisons très attention. Souvent, tu peux accepter leur offre, arriver sur le terrain, bon, ils te donnent rien. Qu'est-ce qui garantissait qu'ils allaient donner ces 2 millions de dollars à ces différents pilotes? Imaginons que les pilotes détournent les avions. Dès qu'ils posent les avions, ils les arrêtent, ils les mettent en prison pour dire, ouais, vous avez bombardé les gens en Ukraine, donc vous êtes des criminels. Ils les mettent en prison, ils confisquent les avions et ils étudient ça et puis c'est fini. Donc, il y a aussi des pièges. Et heureusement que ces pilotes ont été intelligents. Sinon, si c'était des pilotes inintelligents, ils allaient tomber dans le piège. Peut-être c'est un piège. C'est un piège. Tu vas vendre ton pays. Et après, tu vas te retrouver en prison. Tu ne vas même pas gagner 1 franc. Mouro cassé, tu ne vas pas avoir ça. Et tu te retrouves en prison. Et ta famille est en Russie. Et l'État russe va faire subir des sorts sur ta famille. Parce que tu as trahi la patrie. C'est une liquidation de la technologie de ton pays que tu vas offrir gratuitement aux pays ennemis qui veulent détruire ton pays. Donc voilà, là aussi il y a un problème. Donc voici un peu ce qui se jouait. Heureusement que ces jeunes ont été patriotes, ils n'ont pas voulu
Ils n'ont pas voulu tomber dans le piège. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive l'Afrique, vive la vérité dans son entièreté. Et voilà. Ciao.